Bonjour et bienvenue dans le grand JT des faits divers, en direct tous les jours sur CNews à 13h35, nouvel horaire. Et aujourd'hui, notre débat portera sur le tueur en série sans doute le plus célèbre de tous les temps, Jack l'Éventreur, auteur d'une série de meurtres à Londres au 19e siècle, précisément en 1888. Des livres, des films ont créé un mythe autour de cette affaire et l'identité de Jack l'Éventreur n'a jamais été révélée officiellement. Pour tout comprendre, le sujet d'Anne Maquignon. 1888, dans l'est de Londres, un assassin sème la terreur. Toujours en pleine nuit, des victimes, toutes des prostituées, sont assassinées. Mais ce ne sont pas de simples meurtres. L'assassin a sa spécialité, éviscérer ses victimes. Tout a commencé à la fin de l'été, le 31 août 1888, dans une ruelle sombre du quartier ouvrier de Whitechapel, où vivent beaucoup d'immigrés, de pauvres, où les bagarres et les vols sont quotidiens. Le cadavre de Marianne Nichols s'est découvert en plein milieu de la nuit. Sa gorge est tranchée, la prostituée de 43 ans a été étranglée. Mais ce soir-là, la pluie battante qui s'abat sur la ville lave toute trace de sang et toute empreinte. Une semaine plus tard, dans le quartier voisin, c'est Annie Chapman qui est découverte au petit matin. La victime a été égorgée, son abdomen ouvert. Son vagin, son utérus et sa vessie ont été prélevés. Des meurtres sordides qui suscitent l'indignation et l'inquiétude dans le quartier. Une lettre est envoyée aux enquêteurs. Elle revendique les 2 premiers assassinats et en annonce d'autres. À l'encre rouge, elle est signée Jack the Ripper, autrement dit Jack l'Éventreur. Les menaces sont rapidement mises à exécution. Dans la nuit du 30 septembre 1888, l'assassin fait 2 nouvelles victimes. Elizabeth Stride est retrouvée avec une coupe franche dans la gorge. Catherine Eddowes mutilée, l'abdomen ouvert. Certains de ses organes ont été retirés. Puis le 9 novembre 1888, dernière victime, beaucoup plus jeune que les précédentes. Mary Ginger Kelly, 25 ans, est retrouvée morte à son domicile. La gorge tranchée, l'abdomen éviscéré. Son cœur a été retiré. La police est désemparée. Tout laisse croire qu'il n'y a qu'un seul, et même assassin. 2000 personnes sont interrogées, 80 suspects arrêtés, mais en l'absence de preuves, de témoignages, aucun ne correspond au meurtrier. Les habitants sont apeurés, débute une chasse au bouc émissaire. Dans ce quartier populaire, gangréné par l'alcool et la misère, les immigrés sont pointés du doigt. Les plus nombreux sont les juifs, 80 000 environ. Ils sont dénoncés d'emblée par les habitants. Mais rien ne va résoudre le mystère. 5 victimes pour un seul meurtrier, qui va devenir dans l'imaginaire collectif l'incarnation même du tueur en série. Stéphane Bourgoin, bonjour. Écrivain, spécialiste des tueurs en série, auteur de Serial Killer chez Grasset et bientôt de L'Ogre des Ardennes, toujours chez Grasset sur Michel Fourniret. Vous viendrez nous en parler. Alors vous avez aussi écrit sur Jack l'Éventreur. Comme le disait Anne Maquignon dans son sujet, Londres à l'époque, évidemment, ça n'a rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui et particulièrement le quartier de Whitechapel dans l'East End est complètement misérable. Oui, on estime qu'il y a à peu près 65% de la population qui vit en dessous du seuil de la pauvreté. La plupart des habitants, des familles notamment d'immigrés de pays de l'Est, des juifs polonais et autres, vivent par exemple à peu près jusqu'à 10 personnes dans une pièce de 10-12 mètres carrés. Il n'y a pas d'eau courante, c'est généralement, ils vont travailler en tant que tailleurs. D'ailleurs, c'est le surnom que l'on va donner à Jack l'Éventreur. Avant Jack l'Éventreur, tous les médias vont l'appeler tablier de cuir. Je ne pense pas qu'il y aurait eu autant de livres écrits sur cet assassin si on l'avait surnommé tablier de cuir. Puis après, pour les médias, il est devenu la terreur rouge. C'est d'ailleurs aussi la conjonction de la popularisation des journaux, des quotidiens. Avec les progrès de l'imprimerie, il y a à peu près 150 quotidiens qui paraissent tous les jours à Londres. Et qui suivent cette affaire. Alors avec nous, Bob Garcia, bonjour. Bonjour. Auteur de romans policiers, journaliste, chroniqueur littéraire. Vous avez écrit Duel en enfer, Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur aux éditions du Rocher. Vous êtes spécialiste de Jack l'Éventreur, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. À l'époque, donc on le disait, quartier populaire, meurtre de prostituées.
Est-ce que l'enquête est vraiment bien menée? Ou est-ce que du côté de la police, on se dit ça se passe dans un quartier populaire, on ne va pas y accorder tous les moyens nécessaires? Je ne sais pas ce qu'en pensera Stéphane Bourgoin. Je pense qu'elle n'est pas si mal menée que ça, cette enquête-là. On a énormément de données, énormément de témoignages avec des noms de personnes, des lieux, des choses vraiment très précises, très factuelles. Et c'est à partir de ça que j'ai construit mon propre livre, La Duel en enfer, en imaginant que Sherlock Holmes mène l'enquête dans l'ombre du commissaire à Berlin et puis de tous ceux qui ont enquêté à cette époque-là. Et que lui, évidemment, il voit ce que les autres ne voient pas, forcément. Donc je suis parti vraiment de la topographie de Londres et de ses spécificités, de ces éléments d'enquête qui sont restés jusqu'à nos jours, qu'on connaît, qui sont toujours valables. Et j'ai travaillé avec une carte de Londres de 1888. Ça n'a pas été simple pour tout retrouver, parce qu'il y a eu beaucoup de choses dans la topographie qui a été modifiée au fil du temps. J'avais cette carte en face de moi, avec les endroits où s'étaient passés les différents meurtres, et notamment cette fameuse nuit qu'évoquait tout à l'heure Stéphane, où il y a eu 2 meurtres dans la même nuit. Comment il a fait pour aller de tel endroit à tel endroit en si peu de temps, dans le chaos que représentait Whitechapel. Et à partir de ces éléments-là, il y a eu une solution qui a émergé dans mon esprit et on en parlera tout à l'heure. Alors vous nous dites que l'enquête n'a pas été si mal menée que ça, mais à l'époque, évidemment, il n'y a pas les moyens techniques, il n'y a pas la police scientifique. Donc c'est une enquête qui est très délicate. C'est bien sûr, on n'a pas encore même les empreintes digitales, c'est un petit peu balbutiant. Il n'y a pas d'histoire d'ADN, on l'a fait après coup, mais sur des éléments, est-ce qu'ils étaient probants, est-ce qu'ils étaient suffisamment significatifs, tirer de l'ADN du dos d'un timbre et puis déterminer que c'est une femme qui a collé ce timbre. Bon, est-ce que ça suffit à déterminer qui est Jack l'Éventreur? Je pense pas. Donc ils ont fait avec les moyens du bord. Ils ont peut-être pas pour autant bâclé, parce que comme on le disait tout à l'heure, c'était quelque chose de très médiatisé et la population était effrayée. Donc la police était quand même sur les dents avec les moyens de l'époque. Georges Fenech, bonjour. Ancien magistrat, consultant CNews, vous nous accompagnez souvent. Anne Maquignon, dans son sujet, évoquait l'imaginaire collectif. C'est vrai que c'est le bon mot pour Jack l'Éventreur. C'est le symbole du mal qui fait peur et qui fascine. Et il y a eu une couverture non seulement nationale, mais internationale extraordinaire de cette affaire. Oui, ça a été dit à l'instant par Stéphane Bourgoin. C'est l'éclosion à ce moment-là de l'imprimerie, de la presse, 150 quotidiens qui paraissent à Londres. Et c'est ce qui donne effectivement cet éclairage. Et puis en même temps qui alimente, bien entendu, la crainte, la terreur que sème Jack l'Éventreur à ce moment-là à Londres. Mais vous savez, on va reparler des différentes hypothèses qui sont émises, mais nos tueurs en série, j'allais dire aujourd'hui, n'ont rien à envier à celui-ci. Hein. Quand on parle des Guy Georges, que vous connaissez bien, ou des Fourniret, vous allez publier bientôt là-dessus, on sait ce que c'est, malheureusement en France, qui est quand même assez nouveau, même si on peut dire depuis une vingtaine d'années, on a eu toute une série de tueurs en série, mais historiquement, Jack l'Éventreur reste l'image incarnée du tueur en série le plus redoutable et en même temps le plus sauvage, on peut dire, la manière dont les crimes étaient commis. Et ce qui rajoute à ce mythe, c'est qu'il n'a jamais été identifié. Et aussi le plus médiatisé, on le disait, il a donné lieu à des livres, des films. Certains prétendent que ça arrange bien du monde, que l'identité de Jack l'Éventreur n'ait jamais été officiellement révélée, parce que Jack l'Éventreur, c'est un business colossal. Il y a toute une série de produits dérivés, si on peut dire, autour de ce mythe de Jack l'Éventreur. Je crois que Stéphane Bourgoin en a amené quelques-uns, là, il me semble. Stéphane Bourgoin, c'est vrai que Georges Fenech l'évoquait. Vous avez des produits dérivés qui sont issus du mythe, entre guillemets, mythe noir, mais mythe fascinant de Jack l'Éventreur. Dans ma bibliothèque personnelle, j'ai compté les rangées de bouquins. J'ai à peu près 1800 ouvrages différents sur Jack l'Éventreur, dans toutes les langues. Alors, je vous ai amené, des pubs, des plaques publicitaires d'un pub, Jack the Ripper, qui était l'ancien pub où au moins une des victimes avait l'habitude de boire. Voilà. Qui a été reconstruit depuis. Oui. Mais c'est le lieu est resté tel quel. Oui, autrefois il s'appelait le Ten Bells. Maintenant, c'est le Jack the Ripper. Dans le quartier de l'East End, donc à Londres, Whitechapel, qui a bien changé depuis, mais dans le même quartier. Vous pouvez acheter aussi dans ce pub un t-shirt qui reprend
Une de la presse de l'époque, le Police Illustrated News. Vous avez même des objets beaucoup plus gore. C'est vraiment business, c'est ce qu'on disait. Hein. Voilà. Oui, alors là, on est Vous dans le... avez une chaussure Jacques Léventreur. Prétendument ensanglanté, c'est ça l'idée? Oui, voilà. Oui. D'accord. Vendu dans le pub aussi? Non, pas vendu dans le pub, mais qu'on peut trouver par ailleurs. Hein. Et j'ajouterais, pour rejoindre Bob Garcia, qui met en scène Sherlock Holmes, que Conan Doyle était fasciné par l'affaire, l'auteur de Sherlock Holmes, et qui avait sa propre théorie. Pour lui, c'était une femme avorteuse clandestine qu'il avait surnommée Jill the Ripper, qui, à mon avis, est une théorie assez farfelu. Il faut bien dire que ce qui a choqué et ce qui choque encore aujourd'hui, c'est que les meurtres sont effroyables. Donc les victimes sont des prostituées, leur gorge est tranchée, elles sont mutilées, des organes sont ôtés des corps. À Londres, ça crée l'effroi. Oui, d'ailleurs, on n'aurait jamais dû l'appeler Jacques Léventreur, parce qu'on possède toutes les constatations, les rapports d'autopsie qui sont extrêmement précis, même des photos des victimes sur les tables d'autopsie. Et en fait, on aurait dû l'appeler Jacques l'Étrangleur, parce qu'avant de les éventrer et de leur trancher la gorge, la plupart du temps, il les a étranglés, parce qu'il faut comprendre que les prostituées dans ce quartier miséreux ne travaillent pas dans des bordels. Il y a 62 bordels à Whitechapel, mais toutes celles qu'il a tuées travaillaient dans la rue, s'adossaient contre des murs pour satisfaire leurs clients. Bob Garcia, cette manière de tuer a créé aussi la suspicion parmi les médecins et les chirurgiens. On s'est dit que pour tuer de cette manière, pour éviscérer, il fallait, entre guillemets, s'y connaître. Donc, certaines pistes ont mené à des médecins, des chirurgiens, assez immédiatement d'ailleurs. Oui, tout ça, même des proches de la famille royale, médecins officiels de la reine, et tout ce qu'on peut imaginer, avec comme argument le fait qu'effectivement, pour arriver à éviscérer des victimes de cette manière-là, et puis ça... sortir des choses bien particulières du corps, il fallait quand même connaître un peu la médecine. Cela dit, quand on voit comment c'était fait et la boucherie à laquelle ça a amené, je pense qu'un garçon boucher aurait tout à fait fait l'affaire. Donc les arguments qui ont été, disons, mis en avant pour montrer que c'était des médecins, ça pouvait aussi bien desservir le corps médical et puis prouver que ce n'était pas des médecins en fait qui avaient fait ça. Alors en 2014, on reviendra précisément sur l'identité possible du tueur, ou probable, mais en 2014, il y a eu des révélations, il y en a eu toute une série, qui portait notamment sur des expertises ADN à base d'un châle qui aurait appartenu à une victime. Ma question c'est, on retrouve un châle donc, qui aurait appartenu à cette victime. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des éléments, des objets des victimes? Est-ce qu'il y a quelque part des vêtements qui auraient été portés qui permettraient, avec de nouvelles expertises, de relancer l'affaire? Ou est-ce que tout a été détruit? Je pense que tout n'a pas été détruit, mais après on sort, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un business. Alors comme par hasard, en 2014, en 2018, en 2020, on va sortir du chapeau comme un magicien, vous savez, justement le châle qu'a porté la telle victime, justement la perruque d'un tel ou un tel. Quelle est l'authenticité de tout ça? Est-ce qu'on peut être sûr que ça a été... Là, il n'y a pas d'expert pour expertiser ce genre de choses. C'est juste la parole de ceux qui l'ont amené et qui ont dit, bah voilà, c'était dans le grenier de mon arrière-grand-père. Donc si au départ, là, le postulat est lui-même faussé, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On n'en sait pas grand-chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Stéphane Bourgoin. Stéphane Bourgoin, justement, oui. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des objets qui pourraient fournir des preuves, qui pourraient être expertisés avec de l'ADN, qui pourraient authentifier? Il est évident qu'avec l'ADN, à l'époque, on aurait résolu immédiatement. Oui, mais on ne l'avait pas. On ne l'avait pas, hein, puisqu'on trouve notamment dans une fontaine publique l'assassin a lavé un tablier de cuir qui était maculé de sang. Pour cette histoire du châle qu'on a retrouvé sur la victime Catherine Eddowes, il a été conservé pendant 126 ans. Vous voyez là d'ailleurs des lettres, des lettres oui, de Jacques Léventreur. Qui n'ont pas été écrites par Jacques Léventreur. Ah, alors voilà, Justement. Vous êtes en train de démentir l'authenticité des lettres que nous montrons. Alors déjà, pour en revenir au châle, oui. C'est un morceau du châle qui avait été prélevé par un policier qui patrouillait les rues de Whitechapel, qui s'appelait Amos Simpson,
et qui a conservé pendant 126 ans ce morceau du châle, mais d'après des experts de Sotheby, une galerie d'art et de vente aux enchères, il s'agissait plutôt d'un tissu assez luxueux, qui était plutôt une desserte de table, et en fait, rien ne prouve qu'il ait réellement appartenu à Catherine Eddowes. C'est-à-dire qu'ils se sont dit que pour être aussi luxueux, il ne pouvait pas appartenir à une prostituée. Voilà. Ça. Et en plus, le spécialiste en ADN qui a mené toutes les expertises, le docteur Larry Oenen, n'a jamais publié les protocoles scientifiques. Et il a fait par parentèle des comparaisons entre les descendants de Catherine Eddowes. Ce qui était une bonne idée, hein, c'est de l'ADN mitochondrial. Ça peut prouver. On s'en sert dans des enquêtes aujourd'hui. On s'en sert, hein. Et avec des descendants d'un des suspects de l'époque, qui est mort dans un asile en 1891, un juif polonais, Aaron Kosminski. Mais quelques mois plus tard, après cette annonce, qui a fait l'objet d'un livre d'ailleurs, très populaire en Angleterre, aux États-Unis, il a reconnu dans une interview auprès d'un quotidien londonien s'être complètement trompé dans ses expertises. Mais hélas, l'annonce de son erreur, qu'il a avouée en toute bonne foi, elle n'a pas fait l'objet d'une publication. Je vous le confirme, ça a fait moins de bruit que le livre avant l'annonce de l'erreur. Georges Fenech, c'est peut-être l'ADN qui un jour... alors là, on a le châle, après, bon, c'est démenti, mais pour trouver l'identité réelle de Jack l'Éventreur, il faudra peut-être en repasser par l'ADN si des objets de l'époque sont encore disponibles. Oui, c'est toute la question de savoir, est-ce qu'il y a, c'est la question que vous posiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a encore des objets dont on pourrait espérer qu'ils soient d'une part récupérés et ensuite exploitables? Ça, c'est vous les spécialistes qui pourraient... Il y a l'auteur, la célèbre auteure de thriller, Patricia Cornwell, qui au début des années 2000 a écrit un livre sur Jack l'Éventreur, pas une fiction, où elle avait fait analyser toutes les lettres écrites et signées par Jack l'Éventreur. Il y en a plusieurs centaines, mais que quelques-unes qu'on estime plus ou moins authentiques, pour les comparer à la signature d'un peintre, Walter Sickert. Et là, elle avait prétendu qu'il y avait une analyse ADN qui pointait du doigt ce peintre. Sauf que rien ne prouve que les deux courriers authentiques, la carte postale signée Jack l'Éventreur et cette lettre qu'il envoie aussi aux médias et à la police, soient authentifiées comme ayant été écrites par Jack l'Éventreur. D'autant plus qu'il n'était pas là à cette époque-là, Walter Sickert. Je crois qu'il y a une autre enquête qui a prouvé qu'il était en Normandie ou quelque part ailleurs. Vous savez quoi, Bob Garcia ? Gardez vos arguments pour la deuxième partie de notre débat et surtout, restez avec nous parce qu'après une courte pause, la suite de notre débat. Mais qui était Jack l'Éventreur ? Les différentes hypothèses de nos invités, les recherches récentes, toutes nos révélations. A tout de suite après une courte pause et après le JT. Retour à notre débat. Il porte aujourd'hui sur Jack l'Éventreur, le tueur en série le plus célèbre de l'histoire. Dans la première partie, on a abordé le contexte, on a abordé les meurtres qui sont effroyables. Maintenant, nos invités vont répondre à nos questions. Qui était Jack l'Éventreur ? On compte sur vous. Avant d'avoir les réponses, je vous propose, si vous nous rejoignez, de regarder le rappel des faits d'Anne Maquignon. 1888, dans l'est de Londres, un assassin sème la terreur. Toujours en pleine nuit, des victimes, toutes des prostituées, sont assassinées. Mais ce ne sont pas de simples meurtres. L'assassin a sa spécialité, éviscérer ses victimes. Tout a commencé à la fin de l'été, le 31 août 1888, dans une ruelle sombre du quartier ouvrier de Whitechapel, où vivent beaucoup d'immigrés, de pauvres, où les bagarres et les vols sont quotidiens. Le cadavre de Marianne Nichols s'est découvert en plein milieu de la nuit. Sa gorge est tranchée, la prostituée de 43 ans a été étranglée. Mais ce soir-là, la plus battante qui s'abat sur la ville lave toute trace de sang et toute empreinte. Une semaine plus tard, dans le quartier voisin, c'est Annie Chapman qui est découverte au petit matin. La victime a été égorgée, son abdomen ouvert. Son vagin, son utérus et sa vessie ont été prélevés. Des meurtres sordides qui suscitent l'indignation et l'inquiétude dans le quartier. Une lettre est envoyée aux enquêteurs. Elle revendique les 2 premiers assassinats et en annonce d'autres.
À l'encre rouge, elle est signée Jack the Ripper, autrement dit Jack l'Éventreur. Les menaces sont rapidement mises à exécution. Dans la nuit du 30 septembre 1888, l'assassin fait 2 nouvelles victimes. Elizabeth Stride est retrouvée avec une coupe franche dans la gorge. Catherine Eddowes mutilée, l'abdomen ouvert. Certains de ses organes ont été retirés. Puis le 9 novembre 1888, dernière victime, beaucoup plus jeune que les précédentes. Mary Ginger Kelly, 25 ans, est retrouvée morte à son domicile. La gorge tranchée, l'abdomen éviscéré. Son cœur a été retiré. La police est désemparée. Tout laisse croire qu'il n'y a qu'un seul, et même assassin. 2000 personnes sont interrogées, 80 suspects arrêtés. Mais en l'absence de preuves, de témoignages, aucun ne correspond au meurtrier. Les habitants sont apeurés. Débute une chasse au bouc émissaire. Dans ce quartier populaire, gangréné par l'alcool et la misère, les immigrés sont pointés du doigt. Les plus nombreux sont les juifs, 80 000 environ. Ils sont dénoncés d'emblée par les habitants. Mais rien ne va résoudre le mystère. 5 victimes pour un seul meurtrier, qui va devenir dans l'imaginaire collectif l'incarnation même du tueur en série. Georges Fenech, pourquoi est-ce que Jack l'Éventreur fascine toujours autant ? C'est vrai, c'est une bonne question. Je crois qu'il y a un cocktail, en fait, si vous me permettez l'expression. D'une part, la manière dont ces crimes sont commis, absolument effroyable. Le fait que ce soit revendiqué, avec ces courriers, même si on conteste l'authenticité de certains d'entre eux, qu'il annonce d'autres victimes. Nous sommes dans une société victorienne qui, à ce moment-là, s'ouvre à la médiatisation, avec l'apparition de la presse, 150 titres qui circulent dans Londres. Tout cela crée un climat de terreur épouvantable. Et c'est ça qui fascine. Et en plus, le fait que la police n'arrive pas à mettre un nom sur l'auteur. Et malgré les quelques 2000 personnes qui vont être entendues, malgré toutes les recherches qui vont être faites, finalement, on en revient. Alors, je ne sais pas si nos invités, eux, vont pouvoir nous révéler 140 ans plus tard l'identité de Jack l'Éventreur. N'en doutez pas, Georges. En tout cas, on n'a jamais pu interpeller quiconque. Et il y a des thèses, d'ailleurs, tellement opposées. Hein. Alors, Bob Garcia, avant d'en venir aux thèses, vous êtes auteur de romans policiers, journaliste, chroniqueur littéraire. Vous connaissez très bien le sujet de Jack l'Éventreur. Vous avez écrit Duel en enfer, Sherlock Holmes contre Jack l'Éventreur aux éditions du Rocher. Il y a d'abord les crimes. Georges Fenech le disait, ces crimes sont effroyables. Ils sont absolument effroyables et il n'y en a pas que 5. Il y a 5 crimes qu'on appelle canoniques, c'est-à-dire ceux qu'on prête de manière générale, tout le monde est d'accord là-dessus, à Jack l'Éventreur. Mais il y a une science totale, complète qui s'est développée autour de Jack l'Éventreur, qu'on appelle la ripologie d'ailleurs, puisque c'était Jack the Ripper. Donc la ripologie laisse sous-entendre qu'il pourrait y en avoir beaucoup plus. Et donc on n'a pas vraiment de certitude sur le nombre de meurtres commis par ce fameux Jack l'Éventreur. Le contexte, on l'a dit, on le redit, il est absolument effroyable. C'est 9000 personnes qui sont dans un état de pauvreté absolue, qui sont concentrées dans ce petit quartier de Whitechapel, avec 32 maisons closes, donc 1200 prostituées recensées de manière presque officielle, on va dire, mais combien d'autres qui ne sont pas recensés de manière officielle et qui se prostituent juste parce qu'il faut survivre. Dans ce contexte-là, c'est de la chair fraîche vraiment mise à disposition de n'importe quel fou. Et la folie court dans ce milieu-là à cause de cette proximité, à cause de cette pollution, à cause de cet alcoolisme, la drogue aussi déjà qui sévit à cette époque. Jack l'Éventreur peut être absolument n'importe qui. Stéphane Bourgoin, vous êtes spécialiste des tueurs en série. Vous croyez à l'hypothèse de crimes qui n'auraient pas été officiellement attribués à Jack l'Éventreur, mais qu'il aurait commis ? Alors, il est évident qu'on ne commence pas par les crimes les plus graves. Moi, j'ai interrogé 77 tueurs en série depuis 40 ans. Aucun n'a commencé de plein pied par les crimes les plus graves. Ils ont tous commencé par des actes de délinquance dite ordinaire. On le voit pour un Patrice Allègre à Toulouse qui commet des vols, qui fait du trafic de stupéfiants, un Guy Georges, tueur de l'Est parisien, qui agresse des jeunes femmes, qui commet des vols, etc. Donc il y a tout un échelon que le tueur en série va franchir de plus en plus. Et on peut supposer que c'était quelqu'un qui était déjà connu pour des actes de délinquance dite ordinaires, avant de passer aux crimes les plus graves. Est-ce que vous pensez, je vous entendais dire que
Jack l'Éventreur aurait commis des crimes moins graves avant ces meurtres effroyables. Est-ce que vous pensez que la piste, parce que venons-en aux pistes, d'un membre de la famille royale qui a été évoquée souvent peut être crédible? Alors c'est la thèse qui est la plus en vogue, hein. Souvenons-nous de ce téléfilm avec Michael Caine qui enquête sur le chirurgien de la reine, Sir William Gull. Parce qu'un chirurgien ou un médecin correspondrait ou pourrait avoir été l'auteur des crimes, Oui. parce que les victimes ont été découpées. Et puis dans la littérature populaire de l'époque, déjà depuis plusieurs décennies, le méchant le plus traditionnel, c'était le médecin, qui, ne l'oublions pas, à l'époque, souvent opérait sans anesthésie. Et comme les médias laissent entendre que le tueur a forcément des connaissances en anatomie, immédiatement, la figure du docteur Jack va émerger, comme celle aussi de quelqu'un qui travaillerait dans plusieurs centaines d'abattoirs qui sont aussi localisés autour de Whitechapel. Alors, pourquoi cette théorie est ridicule ? Parce que, soi-disant, il aurait tué à bord de fiacres. Or, un fiacre royal ou un fiacre tout court attire forcément l'attention, et on sait par tous les rapports d'autopsie, qui sont très clairs à ce sujet, que toutes les victimes ont été tuées sur place. Donc, sur les trottoirs, dans des arrière-cours, ou pour la dernière victime, Mary Jane Kelly, à l'intérieur d'un appartement. Elles n'ont pas été transportées, et moi je suis allé jusqu'à mesurer l'écartement des roues dans le musée des transports à Londres, des roues des fiacres victoriens qui ne pouvaient pas pénétrer dans ces ruelles à cause de leur étroitesse. En plus, le chirurgien de la reine était paralysé entièrement du côté gauche et pouvait à peine se déplacer. Donc voilà ce qu'il en est de cette théorie qui très souvent associe le chirurgien de la reine aussi avec un complot franc-maçon. Bob Garcia, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette théorie selon laquelle un membre de la famille royale pourrait être impliqué? Ce qui pourrait expliquer aussi pourquoi l'enquête n'a débouché sur rien, parce que selon les partisans de cette théorie, l'auteur des meurtres, s'il est membre de la famille royale, a été protégé. Non, j'y crois pas plus que... Il y a eu une centaine de cas comme ça qui ont été répertoriés, qui sont les plus connus, on va dire, que Stéphane Bourgoin a bien étudié d'ailleurs. Et il y a presque autant de preuves montrant que ça ne peut pas être techniquement, soit pour des raisons comme vient de l'évoquer Stéphane Bourgoin, parce que il pouvait pas accéder à cet endroit-là, ou que les rapports d'autopsie ont vraiment établi qu'ils ont été été tués à tel endroit, ou voire même dans son lit pour la dernière. Donc ça, j'y crois pas plus que ça. Ça peut être absolument n'importe qui, n'importe quel fou en liberté, et c'est pas ça qui manquait. J'ai une théorie, je sais pas si c'est le moment d'en parler. Mais... Allez-y, voilà. On attend votre théorie. Bon, une théorie qui part plutôt de la topographie des lieux, et notamment de cette fameuse... C'est-à-dire que vous êtes allé sur les lieux, vous avez étudié les déplacements possibles, c'est ça, hein? C'est ça, mais surtout j'ai étudié sur des cartes. Ouais. La carte de 1888 que j'avais en face de moi quand j'écrivais, mais bon sang, comment est-ce qu'il a pu faire dans telle nuit du 30 septembre 1888 pour aller tuer 2 prostituées à 2 endroits différents? Comment s'est-il déplacé? Par quel biais, sans se faire voir, alors qu'il avait probablement les mains ensanglantées, etc., même si c'était en pleine nuit? Il y a une idée. Il y a une astuce, on va dire, qui correspond à la topographie de l'endroit. Si je vous révèle ce que c'est, je spoil le bouquin, et à ce moment-là, ça ne sert plus à rien d'en parler. Ah si, vous êtes là pour ça, allez-y. Bon, on lira quand même votre livre. Alors à ce moment-là, à cette époque-là, on est en train de creuser ce qu'on appelle le tube, le tunnel. Et dans ce tunnel, on peut se déplacer très très vite. Pour le métro, hein? Le métro, ouais. Bien sûr, le métro londonien. Pour peu que l'on soit en rapport avec ces travaux qui ont lieu à ce moment-là et qui creusent le tunnel, on connaît parfaitement tous les dédales du tunnel, mais aussi des égouts et de tout ce qui va sous la terre et qui peut permettre d'aller très très vite, pour le coup, d'un endroit à un autre. Parce qu'il y avait des gens qui travaillaient sous la terre, dans les égouts, et qui récupéraient d'ailleurs, à la marée montante, qui récupéraient quand les flots remontaient, des tas de choses, des colliers, des tas d'objets précieux. Et c'était leur job principal.
principal. Pourquoi Jack l'Éventreur n'aurait pas été un de ceux-là, et une personne en particulier, pas très grande, assez frêle, assez menue pour pouvoir se glisser dans des trous de souris et passer très très vite d'un endroit à un autre. Voilà, j'ai pas allé jusqu'au bout de spoiler mon livre, mais en fait, voilà, il y a une autre hypothèse qui n'a jamais été émise ailleurs dans aucun autre livre. Alors là, vous nous donnez envie de lire le livre. Je vous promets qu'on le lira, mais il faut nous en dire un peu plus. Donc, qui est Jack l'Éventreur selon vous? Allez-y, Bob Garcia. Un enfant. Oui. Un enfant Un enfant. Un adolescent. Un adolescent, bien sûr. Un adolescent. qui aurait commis tous ces crimes. Absolument. Et il aurait de bonnes raisons pour le faire. Et il serait passé par des endroits où des adultes auraient mis beaucoup plus de temps, auraient été alourdis, ce serait peut-être passé moins inaperçu. À l'époque, il faut savoir que dans la rue, il y a des milliers et des milliers d'enfants qui sont livrés à eux-mêmes, qui n'ont effectivement pas de toit et qui, pour survivre, peuvent arriver à faire déjà la prostitution. Mais pourquoi tuer des malheureusement. prostituées? Ah ben là, il a peut-être des raisons personnelles. Alors c'est la partie romanesque de l'ouvrage, où on peut supposer que s'il a survécu... Là, c'est votre théorie, Tout à fait. et après, vous avez des suppositions sur les motivations, c'est Bien ça? sûr, on sait très bien que Sherlock Holmes n'a pas non plus existé, il n'a pas pu mener cette enquête, donc il a fallu raccrocher ça à quelque chose, aux faits sociaux de l'époque. Et c'est un peu ça ma théorie. Mais on Georges peut quand même Fenech. lire le bouquin. Mais on le lira, bien sûr. Georges Fenech. La théorie, c'est que cet adolescent a eu un passé familial très très lourd, C'est ça. avec sa mère et sa sœur, c'est bien ça, et qu'il aurait assisté lui-même à l'avortement en direct de sa mère. Peut-être. C'est ça votre théorie? Ça peut être ça. Et d'où ces troubles Voilà. nés à un moment d'adolescence qui l'ont amené à commettre ces crimes comme une sorte de vengeance sur le sort qu'il a subi lui-même quand il était jeune, c'est ça? Par exemple. Mais encore une fois, ça repose sur des déductions. Hein, ça n'est pas... Et une enquête. Oui, oui. Et une enquête. Une enquête intéressante Ouais. et séduisante. L'histoire des tunnels, c'est vrai que Voilà. c'est nouveau comme thèse. Ah bah Mais absolument. bon. Jack l'Éventreur pourrait être un adolescent ayant des motivations Et personnelles vous avez un pour nom, commettre ces d'ailleurs, crimes. sur ce- J'ai un nom, mais bien Ah, entendu, non. c'est la personne qui a creusé ces tunnels et Ouais. qui a participé à l'élaboration de ce tube-là. Il avait un fils à cette époque-là. Il existe, il a un nom. Voilà, c'est lui. C'est une pure hypothèse, c'est une pure fiction, mais ça correspond géographiquement. C'est étayé par les faits socialement. que vous avez pu Beaucoup de recouper. choses. Voilà. Stéphane Bourgoin, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de cette théorie? Et puis après, vous nous donnerez la vôtre. C'est une théorie séduisante. Hein. Et puis on sait par les faits, d'abord, si resituons le contexte, il n'y a aucun éclairage public. Donc quand on regarde la carte de Londres, c'est forcément quelqu'un du quartier qui le fréquente, qui vit sur place, parce que pour se déplacer comme ça dans l'obscurité, à un moment donné, au bout du deuxième meurtre, il y a quand même des centaines de policiers qui patrouillent jour et nuit les ruelles de Londres. Puis après, il y a un comité de vigilance des citoyens qui se met en place aussi pour surveiller les rues et éviter que d'autres crimes soient commis. Il y en aura encore 3 autres par la suite. On sait par les témoignages que c'est quelqu'un qui a une silhouette assez frêle, puisque, notamment pour le 3e meurtre, celui d'Elizabeth Stride, l'assassin est interrompu dans son crime. Voilà pourquoi il va recommettre un nouveau crime quelques heures plus tard. Et là, on a des gens qui décrivent une silhouette assez frêle, qui fait probablement autour d'1,55 m. Alors, oui, ce qui correspondrait. Alors, Stéphane Bourgoin, Georges Fenech nous parlait de la fascination qu'exerce encore Jack l'Éventreur. C'est aussi un business, Georges Fenech, Jack l'Éventreur. Hein. Il y a des livres, des films, voilà. Oui, c'est leur monstre du Loch Ness, quoi. C'est tout ce qui fait peur, attire, évidemment, et génère un commerce. Mais ce que je trouve Alors, très... voilà, Stéphane très- Bourgoin, hein. Vous bah, moi, avez donc j'ai- des objets qui illustrent ce les business Jack l'Éventreur. Oui, par exemple, il y a un pub londonien Remontrez-les-nous, oui. qui s'appelle Jack the Ripper, et vous pouvez acheter ce t-shirt qui reprend la une d'un magazine de faits divers très populaire à l'époque, le Police Illustrated News. Ce même pub fait aussi des plaques publicitaires, voilà. Vous nous les montrez, oui. C'est là où donc une victime qui a été assassinée, une victime de Jack l'Éventreur, venait boire. Et du meilleur goût aussi, vous avez des chaussures Ensanglanté. Jack l'Éventreur. D'accord.
mais qui ne sont pas dans ce pub qu'on peut trouver sur Internet. Alors Stéphane Bourgoin, vous allez nous parler aussi de votre théorie. Il y a un Américain qui collectionnait des bocaux chez lui, des bocaux remplis d'organes féminins, qui a été soupçonné. Vous avez enquêté, cet Américain, comme par hasard, vous allez nous dire qui il est, il a quitté Londres après les meurtres. Alors, j'ai écrit 4 bouquins maintenant sur Jacques Léventreur et que je réactualise au fur et à mesure. Pour moi, ça reste un point d'interrogation. Donc je ne pointe pas du doigt comme pour d'autres enquêtes, comme le Dahlia Noir, etc., où je pense avoir trouvé l'assassin. Mais pour Jacques Léventreur, il y a un suspect qui était considéré d'ailleurs comme un suspect, comme le seul suspect contemporain par les policiers de Scotland Yard, qui est un médecin américain, le docteur Francis Tumblety, qui vivait à Londres au moment des crimes, qui avait commis déjà de nombreuses agressions violentes envers des femmes, qui était connu pour sa misogynie. Et lorsqu'il organisait des dîners chez lui, il présentait des bocaux où il avait des organes féminins de reproduction qui étaient conservés. Il est présent au moment de tous les crimes et peu après la commission du dernier crime... Présent dans le quartier, vous voulez dire ? Dans le quartier, oui, il vit dans le quartier. Et après le dernier crime, celui de Mary Jane Kelly, il fuit précipitamment pour s'installer aux États-Unis. Il vit à New York et la police londonienne demande à des enquêteurs américains de le mettre sous surveillance pendant son séjour américain. Il s'en rend compte, il fuit New York pour s'installer en Amérique centrale, au Nicaragua et dans les Caraïbes, où là, apparemment, d'autres meurtres de femmes... Qui ressemblent à ceux commis par Jacques Léventreur. Oui. On a des coupures de presse de meurtres au Nicaragua, où il réside, où il pourrait peut-être être impliqué. On n'a jamais eu de preuves. Mais il a été poursuivi ? Non, il n'a jamais été poursuivi. Pourquoi est-ce que les policiers anglais ou américains n'ont pas suivi, n'ont pas enquêté sur ces meurtres qui ressemblent étrangement à ceux de Jacques Léventreur, notamment au Nicaragua ? Parce qu'ils n'ont pas trouvé de preuves matérielles permettant de l'impliquer. Alors, ce qui va à l'encontre un petit peu du fait que moi, je ne le considère pas comme le suspect absolu, mais comme un suspect potentiel, c'est qu'il était très grand. À l'époque, 1,80 m, c'est quelqu'un qui est très grand pour cette époque victorienne. Et la plupart des témoins, comme je le disais, à l'époque, qui ont pu apercevoir la silhouette de Jacques Léventreur dans la rue, indiquent qu'il mesurait probablement entre 1,50 m et 1,55 m. Georges Fenech. J'ai dit, Gilles, ce ne serait pas la première fois dans l'histoire des tueurs en série qu'un médecin, souvenez-vous le docteur Petiot, Oui. Qui a été lui aussi un tueur épouvantable. Et votre thèse, moi je la trouve très séduisante, c'est pas le terme, mais intéressante. Profil intéressant. Intéressant, parce que s'il est sur les lieux oui. au moment des crimes, qu'il fuit après le dernier crime, que là où il se trouve par la suite, d'autres crimes de même nature se commettent, on peut imaginer qu'il y a quand même un faisceau, disons, s'il n'y a pas de preuve, il y a un faisceau. Georges Fenech, cette histoire passionne le monde entier. Jacques Léventreur, c'est le tueur en série le plus célèbre. Il y a eu en 2014 des prélèvements ADN. Finalement, c'était pas la bonne piste. C'était sur un Polonais. C'était pas le bon, entre guillemets, Jacques Léventreur. C'est l'ADN qui un jour nous donnera la solution. Il faut absolument retrouver des objets, les préserver et faire appel aux techniques policières, scientifiques les plus récentes. Vous savez qu'avec l'ADN, on peut résoudre des énigmes de l'histoire. Et oui. On aurait identifié, paraît-il, grâce à l'ADN, l'assassin de Ramsès II, imaginez-vous, dans la Haute-Égypte. Donc c'est vrai que avec l'expertise ADN, on peut toujours espérer, un jour ou l'autre, une découverte ou un rapprochement. Est-ce que dans votre hypothèse, il n'est pas impossible de trouver des descendants de ce docteur et faire une comparaison, après tout, on peut l'imaginer. On possède un certain nombre d'objets, des courriers, voilà, des tabliers, des morceaux de châle, mais... Il y a des lettres aussi, on les a vues, on les a montrées. Oui. Alors vous expliquez, elles ne sont pas forcément authentiques, mais certaines le sont. Jacques Léventreur écrivait aussi.
Oui, mais les deux courriers les plus importants... Dear d'abord, Boss, là, Dear Boss. oui, le premier courrier, de façon très curieuse, est adressé à une agence de presse, Central News Agency, qui serait un peu l'équivalent de l'AFP pour nous. Et à On l'époque, les voit, ces lettres. Hein. Oui, oui. Document d'époque. Cette lettre, personne ne connaissait parmi le public l'adresse ou même l'existence de la Central News Agency. Et en 1931, donc 43 ans après les meurtres, un journaliste, Francis Best, a reconnu être l'auteur de ces courriers. Bob Garcia, qu'est-ce que vous pensez de cette théorie? Vous avez la vôtre, hein, on l'a vu, un enfant, voilà, au moment de la construction du métro londonien. Qu'est-ce que vous pensez de ce médecin qui a étrangement fui après le dernier crime aux États-Unis, puis au Nicaragua? Très séduisant. On pourrait penser aussi que tous les témoignages qui ont conclu au fait qu'il avait qu'il mesurait 1m50, 1m55, etc., soient faux. Et à ce moment-là, ça pourrait corroborer cette hypothèse-là. Ce qu'il nous faudrait, comme on l'a dit, c'est effectivement des éléments tangibles, concrets, qui ont appartenu à ce médecin et que l'on pourrait comparer, grâce à l'ADN aujourd'hui, aux techniques que l'on connaît de prélèvement d'ADN et d'analyse, avec des choses qui ont pu appartenir à Jack l'Éventreur ou aux victimes. Ou aux victimes, parce qu'il y avait un châle qui avait été retrouvé à un moment. Voilà. Donc ça, ce sont des objets précieux. Voilà, donc c'est dans ce sens-là peut-être que si quelqu'un a le temps, l'énergie, les moyens de se lancer dans ce type d'enquête, d'aller rechercher cette personne, voire même ses descendants, et puis essayer de faire des comparaisons d'ADN, c'est une vaste loterie, quoi. On n'est pas... Et puis, Georges Fenech. On va le trouver. Hein. Oui, je vous en prie. Stéphane Bourgoin, allez-y, et Georges Fenech pour le mot de la Le fin. tueur en série, Jack the Ripper, ne tue que pendant les week-ends. Hein. Oui, c'est ça. C'est... Donc peut-être qu'il travaillait sur place. Peut-être qu'il travaillait le reste de la semaine, Ouais, hein, c'est ça. parce que c'est vraiment les week-ends. Et d'ailleurs, les Anglais, comme ils sont souvent assez perfides, hein, disons-le, certains journalistes anglais de l'époque disent « mais il est impossible ». Ça, c'est une opinion. Oui, c'est... Moi, je veux simplement dire, je trouve ce débat absolument passionnant. Si vous faites en quelque sorte de l'archéologie judiciaire, c'est pas pour poursuivre quelqu'un, parce qu'évidemment c'est fini, mais pour résoudre l'énigme en réalité, et la manière dont ils s'y prennent comme de véritables enquêteurs qui vont sur les lieux, qui font des études, je trouve ça absolument extraordinaire. Et les Anglais disent, justement, les journalistes, mais aucun Anglais ne serait capable de commettre des actes aussi atroces. Ah oui. Donc on a beaucoup accusé des matelots français qui étaient en permission de bateaux qui accostaient en permission pendant les week-ends, ou des étrangers, des immigrés juifs notamment. Il y a failli avoir plusieurs immigrés juifs qui ont été lynchés parce qu'on les accusait d'être Jacques l'Éventreur. Ce sera le mot de la fin pour ce passionnant débat. Alors, un médecin qui a fui étrangement après le dernier crime, réfugié aux États-Unis, puis au Nicaragua, ou alors un enfant, Un jeune adolescent. un jeune adolescent. Se faufiler dans des endroits où un adulte aurait eu bien du mal à passer, surtout dans cette fameuse nuit du 30 septembre de 1898. Merci à vous pour ces enquêtes et à ces hypothèses, et à Georges Fenech pour ses explications. Et c'est ainsi que votre grand JT des faits divers se referme. Il a été préparé par Marianne Murat, Anne Maquignon, Coralie Deleplace, Sami Beramoun et Valérie Weber. Merci encore à nos invités Bob Garcia, Georges Fenech et Stéphane Bourgoin. Surtout, restez sur CNews. C'est maintenant le carrefour de l'info. Julia Martin et Julien Desvages. Et on se retrouve demain avec grand plaisir à 13h35.